Bien le bonjour depuis la Tunisie. C'est en effet dans cet état du Maghreb que je vous invite aujourd'hui à voyager. Le réalisateur Damien Rossini et moi-même avons aimablement été invités sur le territoire tunisien durant 4 jours. Alors rigolade, aventure et péripéties genevoises sur le sol de la Tunisie. On démarre immédiatement à Djerba et c'est parti. La Tunisie. Dans l'imaginaire, ça rime avec vacances, mais on n'est pas là pour ça. Notre voyage commence à Djerba et se poursuivra ensuite à Hammamet et Tunis. C'est ce qu'on appelle un voyage de presse, mais promis, on va faire tout notre possible pour que ça se voit pas. Et tadam! Allez, 9h du matin, c'est la première étape de notre périple, la synagogue Lagriba sur l'île de Djerba. Suivez-moi. Je crois qu'il y a un grand rassemblement chaque année au sein de cette synagogue. Quel est ce rassemblement et pourquoi les gens se rassemblent-ils ici? تقريبا العام اللي فات ما عملناهوش احنا. Pour l'année 2010, il y a eu 4000 juifs qui sont venus ici à Djerba pour le pèlerinage de l'Agriba. Malheureusement, pendant l'année 2011, il n'y a pas eu de pèlerinage parce que la raison est la révolution de la Tunisie. Cette année, c'est le président tunisien même qui a insisté pour qu'on fasse le pèlerinage de l'Agriba. Il n'y a pas eu un grand nombre de visiteurs, mais ça a passé en toute sérénité, il n'y a pas eu de problème. Et les gens sont toujours fiers de pratiquer leur religion ici, judaïque, en toute liberté. بالغير باهي حتى موسم السياحي يجي باهي راهو. La synagogue est très colorée, c'est vraiment des couleurs vives, des tons pastels, des bleus éclatants. Est-ce que c'est un décor qu'on retrouve dans toutes les synagogues de la Tunisie? اي السايح اللي باش يجي لتونس يجي الغريبه. C'est probablement la plus ancienne synagogue qui se trouve en Afrique et qui a un décor qui est vraiment exceptionnel. Même dans l'État d'Israël, ils ont essayé de construire une synagogue Riba, mais c'était pas pareil à ça parce que ça, c'est très très ancien et que voilà, le décor c'est spécial à la Griba de Djerba. ما تماش سيناغوج كيما هذه. Alors que des pèlerins en tongs qui se sont levés même moins tôt que nous arrivent, nous décidons de jeter un œil à l'endroit où les fidèles dorment quand ils affluent. Mais déjà, la route nous rappelle à elle. Darbibine. Un endroit où je me promets à moi-même de revenir, mais sans caméra. Une maison de charme design tenue par Isabelle, une expatriée belge. Propriétaire des lieux, belge à l'origine, qu'est-ce qui vous amène ici sous ce soleil éclatant? Un coup de foudre pour la maison, pour l'architecture, pour la gentillesse des gens, pour le calme de l'île et un ras-le-bol du stress européen. Et voilà. Le concept de Darbibine, Isabelle, quel est-il? Alors, le concept d'Arbibine, c'est de découvrir la Tunisie, mais en général, mais Djerba en particulier, donc autrement, parce que le tourisme tunisien est un tourisme hôtelier, donc un tourisme balnéaire, donc les gens viennent souvent dans les halls inclusives et ne bougent pas de leur hôtel. Et donc on a vraiment voulu développer sur l'île et sur la Tunisie, parce que nous avons une association de maisons d'hôtes, ce type de tourisme qui est plus proche de la population, où il y a un retour vers les petits commerces locaux, les petits restaurants, pour vraiment faire profiter la population locale de la manne touristique que représentent donc ces gens qui viennent en vacances. Est-ce que les soulèvements du printemps arabe, bien sûr, ils ont une incidence sur le tourisme global, dans le Maghreb en tous les cas. Est-ce que sur ce genre de résidence, sur ce genre de maison d'hôtes très spécifique, très design, est-ce que ça a un impact? Alors l'impact, il est plutôt positif, on va dire, parce que d'abord parce qu'on a eu la visite de beaucoup de journalistes qui venaient pour couvrir à la fois la révolution tunisienne, mais aussi la révolution libyenne, puisqu'on n'est pas très loin, et également dans la mesure où la révolution a permis le développement des maisons d'hôtes, parce qu'avant, les touristes étaient vraiment dans des zones touristiques très contrôlées, et donc c'est vrai que pour aller dans une maison d'hôtes, il fallait vraiment le vouloir
voir parce qu'il fallait vraiment faire des efforts de découverte et il y avait un contrôle avant Révolution qui était quand même beaucoup plus serré qu'il n'est aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens se baladent de façon tout à fait normale un peu partout, donc voilà. Le Derby Bean est un endroit qui nous plaît beaucoup, et si l'on en croit le comportement des tortues du coin, il aurait même des vertus aphrodisiaques. On est vraiment Et c'est à Houmsouk qu'on se trouve à présent, il est midi, c'est le marché aux poissons. Mahmoud, tu es notre guide aujourd'hui, ça se passe comment ce marché aux poissons? C'est une vente aux enchères. Oui, c'est une vente à l'enchère, c'est très connu à Djerba, au marché central. Donc les pêcheurs ramènent leurs poissons et le vendent ici. Avec le vendeur, il propose le premier prix, par exemple à 2-3 dinars, et après, qui veulent acheter 2 poissons, les Djerbiens ajoutent 1 dinar, ou bien où ça se finit par le prix qui est le plus élevé. Le vendeur regarde le pêcheur si le prix ça va avec lui, donc il ferme et il le prend, il récupère son achat. Est-ce qu'on peut faire de bonnes affaires, Mahmoud? Est-ce qu'en fin de journée, le poisson qui est vendu, on peut l'avoir comme au prix du premier marchand? Oui, ouais, lorsqu'on arrive à midi ou bien un peu tard par rapport au déjeuner, on peut trouver le prix le moins bas là. C'est pas le même prix qu'à 10h ou 9h du matin. C'est à midi qu'on peut avoir les prix le moins bas. Donc c'est maintenant le prix, le bon prix. Oui, le bon prix, les Djerbiens viennent. Il faut que je lève la main. Alors, on se rapproche d'un petit restaurant où vous pouvez amener votre poisson et on vous le grille. Et là, je peux amener mon poisson Oui, c'est ça. et vous me le grillez. Ça, c'est notre spécialité. C'est le client qui achète son poisson et l'emmène ici pour le faire griller Et on amène son poisson chez Salem. chez Salem. C'est ça. Choukran. De rien. Bienvenue chez Salem. سافر هالمرة يمكن نرجع ليك عالجرة سافر هالمرة يمكن نرجع ليك عالجرة. Ça, c'est de gingembre, pour le poulet et le poisson. Et ils disent aussi, les anciens livres, je sais pas moi, eh bien, c'est bien pour les messieurs. Oui, pareil, j'ai entendu dire aussi. Je ne sais pas quelle heure il est, je sais juste que c'est l'heure de manger. On va donc chez Haroun, un resto sur le port, où l'on rencontre un haut dignitaire du tourisme à Djerba. À quel moment de l'année l'île est la plus visitée, la plus inondée de touristes? D'habitude, elle est toujours inondée de touristes, sauf qu'il y a des différentes souches de touristes. Du mois de mars jusqu'au mois de novembre, c'est la génération la plus jeune, les familles qui viennent pratiquement profiter des différentes composantes de produits insulaires, mais aussi de la région. À partir du mois de novembre jusqu'au mois d'avril, c'est les seniors qui arrivent et aussi les sportifs pour la thalassothérapie, les congressistes, les hommes d'affaires, les gens qui ont beaucoup plus de temps de se déconnecter et de venir soit en short break pour des congrès ou des séminaires, soit pour des petits sauts, passer un séjour de week-end avec quelques séances de thalassothérapie. Ça leur permettra bien sûr de se retrouver en forme. Un petit mot à présent sur notre dîner. Il est 13h30, on va s'apprêter à manger. Quels sont les poissons qu'on peut un peu pêcher dans cette mer aux alentours de Djerba? Aux alentours de Djerba, vous avez le loup de mer, vous avez les crevettes, vous avez les dorades, les meilleures dorades et les meilleurs loups sont là. À vous de voir sur place et déguster. Mahmoud, toi qui es notre guide, qu'est-ce qu'on voit là? C'est quoi ces grands bateaux façon Pirates des Caraïbes avec Johnny Depp? Là, on est au port des loisirs, là où il y a presque 17 bateaux des pirates qui amènent les gens. Et ils font la bombe comme ça, ils font la fête sur le bateau toute la journée. Ils font la fête sur le bateau. Le traversée dure 1 heure. Ils jettent les filets, démonstration de pêche. Et après, là, on arrive à l'île. Ils préparent à manger pour les touristes. En pleine saison, peuvent accueillir à peu près 3000 touristes. Alors le port de Djerba, il y a des bateaux touristiques, mais il y a également les petits navires de pêcheurs. Ouais, de cet côté, c'est les bateaux des pêcheurs. La pêche, c'est une affaire d'hommes. On trouve jamais de femmes. Ouais, c'est
faire un peu dur pour la femme. C'est pour cela. Alors énormément d'amphores sur le bas de la route. On n'est pourtant pas à côté d'un atelier de poterie, ça sert à la pêche. Oui, ce sont des amphores ça sert à la pêche des poulpes. Elles sont jetées au plein de la mer durant une semaine ou bien 2 semaines, se forment comme un abri pour les poulpes. Et après une semaine ou 10 jours, ils viennent, les pêcheurs, ramasser tous ces amphores. Elles sont pleines de poulpes. – 15h30, on arrive à Djerba Explore. On va visiter les 3 sites de l'établissement, la reconstitution d'un menzel, on verra de quoi il s'agit d'ici quelques instants, une ferme de crocodiles et un musée qui démontre les différentes influences de l'art du bassin sud de la Méditerranée. Alors on est ici au cœur de Djerba Héritage, c'est la reconstitution d'un menzel. Mais qu'est-ce qu'un menzel? Absolument. L'histoire, en fait, et la géographie se sont accouplées à Djerba pour donner naissance à un habitat de toute singularité qu'on appelle le menzel. En effet, le menzel puise sa singularité de sa diversité, étant un habitat à la fois du type à la fois rural et urbain, du fait qu'il s'agit d'un habitat, d'un lieu de travail, d'habitation, de repos, etc. Donc la diversité, et elle puise sa singularité aussi de la diversité d'un habitant fort enrichi par les limites naturelles des matériaux de construction, d'un climat caractérisé par le grand manque d'eau, etc. Donc, et tout ça, cette spécificité est le résultat d'une histoire d'invasion, d'attaque que l'île a connue et qui a fait que le souci majeur de cet habitant a toujours été la recherche continue de la sécurité, une sécurité en toutes ses formes, corporelle, financière, etc. Le menzel, petite forteresse. Absolument, absolument. Comme on voit, le houch ou la maison est conçu comme un hisn. En arabe, on dit un hisn ou forteresse. Ça veut dire aussi, littéralement parlant, une amulette protectrice contre tout mal provenant de l'extérieur. Alors ça, c'est le potier de ce menzel. Ça, c'est le potier de ce menzel. Il est originaire de la région de Guelala, une région réputée pour la poterie. Les carrières y sont nombreuses. Donc, après le travail le pétrissage, le malaxage, etc., donc le travail sur la tour, une tour rustique, comme on voit, en tronc de palmier, d'olivier. Donc, les matériaux utilisés ici sont des matériaux de l'île. Hein. Tout est de l'île de Djerba. Donc, il est en train de tourner, utilisant ses pieds, ses mains, pour façonner et modeler des pièces ouvertes et fermées, de diverses dimensions, de grandes et de petites dimensions. Georges Duhamel, lors de sa visite à Djerba, il a dit j'ai cherché des poètes, j'ai trouvé des potiers. Voilà. Très joli. C'est magicien en la matière. Je n'écoute même plus Najib. Ma caméra et moi, on est hypnotisés par ce potier. Là où il n'y a ni électricité, ni thermostat, ni rien du tout. D'accord. Ils arrivaient à assurer une température bien précise et constante pendant des heures et des heures qui ne va pas en dents de scie. Ça, c'est de la magie. Deuxième visite, le musée Lala Adria. Et comme Damien le réalisateur a super hâte de voir les crocodiles, il va vous l'expliquer en 24 secondes chrono. C'est parti. 24 secondes chrono. Moi, j'ai tout simplement posé la question à Najib. Qu'est-ce qu'on voit dans ce musée? Ce musée repère les résonances et les dissonances qui lient et délient les différentes cultures du bassin sud de la Méditerranée, du Maghreb et du Mashrek de l'Orient.
Donc les pièces exposées ici sont des pièces authentiques de l'Andalousie jusqu'à l'Inde, atteignant même la Transoxiane qui est la frontière chinoise. Et après notre visite express au musée, c'est Mohamed qu'on retrouve immédiatement. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez dans cette île aux crocodiles. Combien de crocos nous attendent ici? Plus que 1150. Pourquoi certains crocodiles, alors présentement il n'y en a pas, mais beaucoup dorment la gueule ouverte comme ça? Pourquoi? C'est une mauvaise habitude? Non. Mais ils sont donc là parce qu'eux, ils ont besoin des thermorégulés comme nous. Hein. Mais pour le temps qu'ils sont des bêtes à sang froid, Sans froid, ils ont combien de degrés au niveau de la température corporelle? la température idéale pour eux, donc, c'est 31-32 degrés. Et c'est pour ça qu'on voit pendant cette période-là, tant qu'il fait chaud, la majorité, ils ouvrent la gueule pour ventiler et on peut donc réguler la température aux environs de 31-32 degrés. Il a quel âge le bébé crocodile là? Là, presque 9 mois et quelques. Ah, 9 mois? Mais c'est à partir de quel âge qu'ils sont gros comme la plupart des crocodiles qu'on a vus? Là, ils ont 15 ans, c'est ce qu'on a vu donc, à 4 mètres 70. Et généralement, donc, on voit qu'ils grandissent bien ici parce qu'ils sont bien nourris. Et en même temps, donc, le climat, ça l'aide à bien valoriser la nourriture qu'ils reçoivent. Il fait combien? Un demi-kilo? Non, il fait 1 à 2 Je kilos? pense. Non, presque les J'ose. 400-500 grammes. Ah, c'est un peu visqueux. Bah. Ah, il est visqueux. Ah non, il faut que je le tienne en bas aussi. C'est comme les bébés. C'est comme les bébés humains. Non, non, non. Allez-y. Je suis tout à vous, Mohamed. Juste, il faut tenir comme ça. Il faut poser sur la paume de la main avec des doigts ici, sur le cou. Là. Comme ça. Et bien tenir la queue là. Ah, faut bien tenir la queue. Alors, on va Ouais. tenir la queue. Faut Ah, bien ça a tenir, quand hein. même des guilles. Ça a quand même des griffes, hein. Mais attention, hein, ça mord sur le côté là. Ah, pardon. Ouais. Attendez. Ah oui, d'accord, ok. On va pas. Et si je le retourne, il va pas aimer. Il va se débattre. Oui, Si je mais le mets à là, l'envers. donc, ils ont de la force quand même. Hein. Ouais, non, mais c'est une bonne bête. C'est une bonne bête. Ah, c'est rigolo. Et ça, c'est un mâle ou une femelle? On voit où? C'est un mâle. On voit en bas? Je sais pas donc, si c'est possible de le voir parce que tout à l'heure, donc, elle a fait pipi, donc on a vu donc, les zizi. Ah, ça, c'est... Ça, c'est un Ça, mâle. c'est un zizi mâle Non, de mais crocodile. là, donc, Eh ben, oui, dis mais donc. c'est figé. Hein. Il faut aller voir tout à l'heure. Donc, Très souvent, lorsqu'on s'est promené au travers de l'île de Djerba, on entend des discours. Oui, la Tunisie est dans une phase transitoire. Est-ce que ça veut dire qu'il y a comme des excès de liberté par moment, des gens qui n'arrivent pas encore à apprivoiser cette nouvelle forme de liberté qu'ils ont aujourd'hui? Oui, c'est un peu difficile de comprendre la démocratie le jour à lendemain. Donc, on a besoin d'un petit peu du temps pour que tout le monde comprenne très bien la liberté et tout. Ça a été un peu rapide et tout. Tout le monde parlait, tout le monde demande en même temps. Donc, le plus important, c'est d'attendre un petit peu. Comme dans tout bon voyage qui se respecte, on a croisé des gens sur la route, notamment Bérénice, une journaliste parisienne voyageant en solo. En tant que femme, alors moi ça va, je voyage avec des hommes forts, mais toi tu es venue, je crois, seule, envoyée seule par ta rédaction. Comment te sens-tu dans ce pays et dans le regard des hommes tunisiens? Blanche-Neige. Au milieu des 7 nains? C'est un peu ça, non, mais je deviens la gazelle de tout le monde ou Blanche-Neige. Mais tu te fais accoster? Je ne suis pas très, très bronzée encore, je viens d'arriver. Oui, bah oui, je me fais accoster comme... Bien sûr, je suis une cliente potentielle. Une mauvaise cliente d'ailleurs, mais voilà. Donc oui, je me fais accoster. Est-ce agréable, désagréable, je ne sais pas. Je pense que les Tunisiens ont envie de vendre et donc ils font ce qu'ils peuvent pour vendre. Et c'est une des méthodes. Bon, ça ne marche pas avec moi, mais ce n'est pas désagréable non plus. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué pour ta première grande journée sur l'île de Djerba? Qu'est-ce qui m'a... Les crocodiles. Étonnamment, alors que tu avais quelques réticences, je crois, au début. Oui, je voulais absolument pas voir ces crocodiles parce que c'est pas très local, mais finalement j'ai appris plein de choses sur les crocodiles. Bon, et sinon, évidemment, j'ai beaucoup aimé
tous les artisans qui travaillent avec notamment la laine, avec de la laine de Djerba, qui travaillent aussi les bijoux. Enfin voilà, ça c'est aussi très très chouette. Et toujours sur la même place du village berbère de Guelala, après un petit gâteau histoire de se sustenter, je croise Samy. Bonsoir Samy. Bonsoir. Je suis la seule femme sur cette terrasse, c'est normal? Est-ce qu'on croise des femmes un peu dans les bistrots, dans les cafés? Ici à Guelala, c'est normal. Ah, dans les autres villes de Djerba, on croise plus de femmes sur les terrasses? Des femmes sur les terrasses. Il y a des cafés mixtes. Là, on trouve des femmes. Ça veut dire qu'ici on est sur... Ici à Guelala, c'est interdit le mixte. Bon, si, J'ai fait une grave erreur ici en venant? non. On respecte les autres traditions, les étrangers, surtout les étrangers. On connaît les touristes, leur culture, leur mode de vie. Vous êtes libre, vous pouvez passer par où vous pouvez. Ici à Guelala, nous avons des traditions spéciales qui se connaissent juste à Guelala. Si seulement à Guelala, Djerba, tu connais toute la Djerba, Guelala, ils sont très conservateurs aussi. On est des gens conservateurs. On respecte les femmes, mais bon, on les respecte beaucoup. À la maison, c'est eux qui règnent. En dehors de la maison, c'est les hommes qui règnent. Chacun son territoire. Ah oui. Comment on sait si la terrasse d'un restaurant est mixte ou pas mixte? Est-ce qu'il y a un panneau écrit quelque part? Est-ce qu'il suffit de jeter un coup d'œil? Il faut connaître? Il y a des cafés qui sont conservés juste aux hommes. C'est par habitude. Ou déjà des anciens cafés, surtout les anciens cafés, qui n'est pas habitué les femmes qui ne sont pas habituées à fréquenter ces cafés-là, ils restent toujours conservés aux hommes. Les nouveaux cafés, ils ont changé l'idée des cafés juste pour les hommes, en venant par une nouvelle notion, c'est-à-dire les gens qui veulent se rencontrer, les hommes et les femmes, peuvent aller boire du café, se discuter, c'est tout. On est ici dans un village berbère. Ça signifie quoi au niveau de l'ambiance? Tout le monde se connaît, vous m'aviez dit? Bon, la langue. La langue? Oui, on parle. On parle peu français, hein? Oui, français, berbère. 22h30, fin de la journée, on est de retour à notre hôtel, le Radisson Blu. C'est un hôtel prestigieux de Djerba, c'est un hôtel de haut niveau, de catégorie 5 étoiles à Djerba. C'est un resort complet en bord de mer avec 296 chambres et suites, une piscine extérieure de 1100 mètres carrés directement en bord de mer. Le tout avec 4 restaurants, un restaurant buffet et 3 restaurants de spécialité italienne, tunisienne et gastronomique, spécialité internationale si vous voulez. Un centre de thalassothérapie. Très prestigieux et très coté, je crois, votre centre de thalassothérapie. C'est 3500 mètres carrés de bien-être. C'est un temple de bien-être. Et toute cette magnificence, on vous rassure, on l'a vu comme vous, c'est-à-dire en photo. Perso, de ce magnifique hôtel, j'ai dû voir le hall et ma chambre. Et après une journée si intense, on se les jouait minimaliste, un couscous et au lit. Et c'est heureux mais franchement exténué qu'on termine cette première étape. Djerba, on a rejoint nos chambres. Bonne nuit les petits, à très vite. Désormais, vous pouvez voyager avec votre croco. Ouais. Comme un chien, quoi. Dans le deuxième et dernier volume, on arrive à Tunis pour en fait aller à Hammamet, où on y voit la mer et un fort. On parle avec des Tunisiens, puis on visite Tunis, sa médina et sa grande mosquée. On reparle avec des Tunisiens, on commence à sentir la fatigue, on découvre Sidi Bou Saïd et on fait quelque chose qui n'était pas du tout prévu au programme. استقبال أنا ماركوفيتش وهي أنيماتريس ومقدمة برامج بالتلفزة ليمون بلو.
Précédemment, dans Genève s'invite en Tunisie, Anna et moi-même étions à Djerba. Une grosse journée où nous avons vu la synagogue de la Griba, visité des endroits de rêve, côtoyer des Tunisiens et des crocodiles. Moi, j'ai été hypnotisé par un potier et il faut le dire, nous avons taillé la route jusqu'à l'épuisement. On débute donc ce second volume, fin prêt pour la suite de nos aventures. Nous voici donc à l'aéroport de Tunis pour se diriger à Hammamet. Au bord de la Méditerranée, nous sommes accueillis par quelques déesses de la mer, mais pas seulement. Pourquoi des bouquets de jasmin sur votre tête, monsieur? Le jasmin traditionnel de Hammamet, seulement d'ici saison début juin jusqu'à la fin d'octobre. Ça, le traditionnel de Hammamet pour les mariés, les femmes, les femmes de 2 hommes horaires, et pour tout seulement de Hammamet, c'est traditionnel. Je suis pas mariée, moi. Pas encore marié, je me l'offre un jasmin, sans problème. Et face à la mer, le fort Hammamet. Datant du 9e siècle, il a servi autrefois comme lieu de contrôle pour protéger la côte, mais également de prison et de lieu d'habitation. Aujourd'hui, c'est un monument phare de la célèbre station balnéaire tunisienne. C'est un site qui est magnifique, il permet d'organiser des événements dedans, il permet d'avoir la... Quel genre d'événement? Alors, soit quelques présentations de brochures des tours opérateurs ou des compagnies pharmaceutiques qui veulent décider de choisir la Tunisie comme destination. Ils demandent une autorisation du ministère de la Culture et ils peuvent habiller complètement ce très beau monument. Ça veut dire que moi, si j'ai beaucoup d'argent, je peux réserver ce fort et puis faire une immense bamboule et je t'invite toi et puis plein de gens que je connais à Genève. Oui, avec plaisir. Il y a un cahier de charge, ça c'est sûr, c'est pas un problème d'argent. Le problème, c'est un cahier de charge. C'est un monument qui est loué pour des opérations promotionnelles. C'est pas réellement pour des opérations privées, mais le cas toujours peut se présenter selon les dossiers et selon le produit que vous voulez présenter. En fait, c'est un monument de ce qu'on appelle un produit d'appel. Celui qui est là, celui qui filme ici, celui qui travaille ici, présente Hammamet avec un aspect culturel. Au pied du fort, on retrouve la Médina. La Médina, ça veut dire quoi en français? El Médina, c'est le lieu d'habitation des Arabes. C'est un lieu où il y a les ateliers, c'est un lieu où il y a les madrasas, les écoles, c'est où il y a les mosquées. C'est un monde à part. Et la Médina de Hammamet, elle fait l'exception d'avoir une Médina de charme. Il y a eu beaucoup d'artistes, une activité artistique tout au long de l'année. L'architecture de la Médina de Hammamet, elle est très originale. Nous avons, parce qu'on est à 15 km d'Arsha Ben el-Fehri, une des villes qui produit la pierre taillée, et ça permet de faire une ornementation par rapport aux portes. Deuxième chose, il y a une dominance de bleu et de blanc. Et puis une autre chose très importante, c'est que c'est la plus belle et la petite Médina de la Tunisie. Puis elle ouvre sur la mer. C'est l'originalité de cette Médina, ce qu'elle ouvre sur la mer, et c'est ce qui donne une certaine fraîcheur à ses couleurs et ce qui invite les gens à flâner un peu dans cette Médina. Une Médina alors très terroir, j'ai envie de dire, puis aussi une Médina très commerciale. Le plus original, c'est que quand on est dans ces magasins et qu'on ne trouve personne, 2 petites secondes et les gens arrivent parce que les gens habitent pas loin, et ça permet de faire une certaine confiance, une convivialité, d'inviter les gens à rentrer dans la maison sans toucher le côté un peu privé de la maison. Mais en fait, c'est très original. Et c'est des ruelles qui se communiquent et qui permet en fait à la fin de donner ce qu'on appelle un circuit culturel bien composé. Hammamet, c'est un produit, c'est un nom qui se vend seul. Il dépasse les frontières de la Tunisie, comme le cas de Djerba. Alors, il dépasse les frontières et puis il est même un peu people. Je crois qu'il y a quelques célébrités. On va laisser passer monsieur. Je crois qu'il y a quelques célébrités qui ont leur résidence ici dans la Médina de Hammamet. Oui, il y a Frédéric Mitterrand, il y a Patrick Bruel, il y a pas mal de ministres, de personnalités culturelles et politiques qui ont admiré Hammamet. C'est pour le calme de Hammamet et ce qui a laissé à ce que Hammamet devient un peu cher. Et le mode de vie, il est aussi cher. Et c'est une ville très sollicitée et très demandée, surtout avec le nombre des discothèques et les hôtels de charme qu'elle a.
Ouais, bah moi je suis là avec mes petites fleurs. Hop, hop. Non, 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 non. Du balai. Au revoir. Laissez-moi profiter. Ciao. Si Hammamet a des maisons de charme, elle a également des hôtels 5 étoiles comme le Hasdrubal, où je dois bien l'avouer, je resterai bien une semaine ou deux, juste à m'adonner au farniente. Mais ça, je peux pas, je dois filmer. Et alors que j'ai encore la folle journée de Djerba d'hier dans les pattes, je vous explique pas la torture de filmer le centre de Thalasso, alors que je rêverais que d'une chose, m'y poser tranquille, comme Anna. Mais je me vengerai, en mettant par la suite des images d'elle où elle n'est pas à son avantage. Ça fait combien de degrés, madame, ce que vous me mettez sur le dos? 38 degrés. Ah, j'ai l'impression qu'il y a 50 degrés, mais c'est très agréable. Et je tiens à préciser que je suis sur un matelas à base d'eau. C'est un matelas flottant. J'adore ce journalisme d'investigation. Pour la soirée à Hammamet, Anna et moi, on a voulu aller à la marina à la rencontre de Tunisiens. Le voile, c'est pour la religion, c'est pour l'islam? Oui, l'islam ou la mode. Ou les... Alors, l'islam ou la mode? Oui, l'islam, normal. Quelquefois, c'est pas évident de se comprendre, mais on persévère. Comment ça se passe au niveau des touristes? Il y en a autant qu'il y a 2 ans, il y en a un peu moins avec tous les événements qui se sont passés. C'est plus difficile en ce moment pour toi? C'est normal. Bon, normalement, l'année passée, c'était pas... Mauvaise année. Ouais, c'était une très mauvaise année parce que encore la chaleur de la révolution, les gens ne savent pas qu'est-ce qu'il y a sur le terrain, sur notre champ là, mais ça va bientôt avec la pub, avec des gens qui viennent ici découvrir le pays. Ils connaissent qu'il n'y a rien fait à mal, il n'y a pas des agressions avec les touristes. Alors ça va commencer la nouvelle étape. Tu es confiant pour l'avenir? J'espère, ouais. Normalement, oui, ça va. Merci Mohamed, choukran. De rien. Ainsi s'achève notre deuxième journée passée à Hammamet. Une bouillabaisse et au lit parce que le lendemain, très tôt le matin, on a quelque chose de spécial prévu au programme à Tunis. La voiture est prête à partir, je vous laisse deviner qui de Anna ou moi a eu une panne de réveil. Même si je suis matinale, j'ai mal. Télévision nationale. Je peux être matinale, j'ai mal. Mais nous voilà donc en route pour la télévision nationale tunisienne située dans la capitale. Une petite retouche cheveux pour Anna, et dans cette émission matinale tournée sur fond vert, après ces 2 types à casquette rouge, eh ben c'est à nous. هذا الصباح والحقيقة اليوم سعداء جدا باستقبال أنا ماركوفيتش وهي أنيماتريس ومقدمة برامج بالتلفزة ليمون بلو هي تلفزة في سويسرا وكذلك داميان غوسفيني كذلك بونجور أنا pour vous étiez à Djerba donc et à Hammamet donc il y a sûrement, c'est pas la même chose. Djerba, c'est une île, l'île des merveilles, l'île donc voilà des rêves, comme on dit. Et puis Hammamet, c'est autre chose. C'est le nord. C'est plutôt le nord. C'est un autre charme. Donc qu'est-ce que je préfère? Ouais. Non, mais sincèrement, pas qu'est-ce que vous préférez, mais comment vous avez trouvé la différence? Alors effectivement, c'est le jour et la nuit. Surtout qu'à Djerba, on a fait des choses très diverses. Un parc à crocodiles, l'aspect religieux avec la synagogue, la griba, les villages berbères de Guelala, donc des choses très traditionnelles. Hammamet, c'est plus la station balnéaire comme on l'imagine et comme on vend souvent la Tunisie dans nos pays européens. On vend la mer, on vend les grands hôtels. C'est quelque chose qu'on connaît plus. Finalement, Djerba, c'était plus des paysans pour nous. C'était jeudi. Damien, sûrement comme réalisateur et caméraman, vous avez l'œil. Qu'est-ce qui vous a frappé surtout en Tunisie? Particulièrement, il y a plein de belles choses. Déjà, ça devient presque un problème pour un réalisateur. Ça veut dire qu'il faut que je fasse beaucoup de plans. C'est vrai que moi, je suis venu il y a 20 ans, j'étais adolescent, même préadolescent. Et j'ai pas le souvenir de cette mixité, de ces influences andalouses, ces influences ottomanes, ces influences qui viennent de diverses contrées. J'en avais pas conscience à cette époque. Il y a aussi un côté très méditerranéen qui fait penser un peu à la Grèce, qui fait même penser au sud de la France. Donc j'avais pas retenu cette espèce de bouquet de ces 1001 Tunisie en fait. Tant qu'à passer à la télé, on en profite pour visiter les coulisses.
Je remarque que le type qui fait les titrages pendant les directs utilise le même logiciel que nous à l'aimant bleu. On visite le studio du journal qui se trouve juste à côté du studio où on tourne une émission pour les enfants. On discute avec des Tunisiens qui font le même métier que nous et un sujet en particulier nous intrigue. Ça a beaucoup changé depuis le départ de Ben Ali au pouvoir. On peut faire certains gags, on peut traiter certains sujets. Ça a changé, on peut parler maintenant, on peut tout s'exprimer, on peut tout. Les sujets tabous d'avant, on peut parler maintenant. C'est quoi les sujets tabous d'avant? D'avant, on dit, politiquement, on ne peut pas parler. Si on va en tournage pour prendre quelque chose, prendre des gens pauvres, on ne peut pas diffuser ça. On diffuse que les bonnes choses. Comme si tout allait bien, comme si tout est idyllique, c'est le paradis. L'idéal en Tunisie. C'est-à-dire tout ce qui était interdit, par exemple, les barbes. Pourquoi les barbes étaient interdites? C'était le signe de Nahda, c'est-à-dire du mouvement islamiste. Et les voiles des femmes, plutôt les femmes voilées. Donc ça ne passait jamais à la télévision? Jamais. Pourquoi ça? Ben Ali avait mis son veto, n'aimait pas ça Alors, l'histoire du voile n'a rien à voir avec la religiosité, c'est une tradition avant tout. Parce qu'une femme mariée est une femme voilée. Parmi les jeunes, maintenant, c'est à la mode. C'est beaucoup plus à la mode. Et on revient aux sources. Et ce que Ben Ali essayait de faire, c'était de faire oublier tout ce qui était tradition locale et musulmane. Parce que la religion, avant tout, est l'islam. Le voile, on ne l'a pas inventé, c'est imposé par la religion. La barbe, par contre, pour lui, c'était même quand il s'agissait d'une barbe d'artiste comme votre caméraman, et c'était interdit quand même. Maintenant, on revoit, disons, cette barbe, espérant qu'il y ait quand même... disons, un peu de retenue? Retenue, mais surtout d'ordre. Ça va passer, tout ça c'est transitoire. Vous avez peur du désordre? Bien sûr, comme tout le monde. Il est en train d'arriver, vous pensez? Tout ça c'est passager, c'est transitoire. Donc on vient d'avoir depuis peu quand même, la démocratie est très très jeune ici. Elle est encore, elle n'a même pas une année et demie. Donc ça va changer. On s'immerge à présent dans la Médina de Tunis, on jette un œil à la mosquée Zitouna, et là, faut bien le dire, on est au bout du rouleau. On a vu tellement de choses en si peu de temps, et se lever aux aurores pour passer la télé n'a rien arrangé. Moi j'en suis au point où je filme avec beaucoup d'envie le chat qui se prélasse sur les marches de la Zitouna. Bon, je crois que c'est l'heure d'un thé à la menthe et d'une chicha. En espérant que ça nous file un bon petit coup de fouet, mais je crois que c'est pas gagné. Bonjour. Au restaurant Dar El Gel d'un ancien palais, toujours en quête de réponse sur la condition féminine en Tunisie, notamment au niveau du port du voile, on rencontre Amel. On a croisé avec mon collègue caméraman Damien beaucoup de femmes voilées alors qu'on a cru comprendre que sous le régime de Ben Ali, c'était même interdit le voile. Alors ça vient d'où? Effet de mode, volonté religieuse? Qu'est-ce que vous en pensez à titre personnel en tant que femme tunisienne? Certainement un petit peu des deux. Durant la période Ben Ali, elles étaient un petit peu réprimandées. Donc du coup, toutes celles qui se sont faites violence en ne le portant pas en profitent après la Révolution. Maintenant, un effet de mode, assurément, surtout chez les jeunes qui sont moulés dans des petites jeans hyper sexy, avec des petits tops et un voile. Pourquoi pas? Espérons que ça leur passera. Pour moi, donc, franchement, je reste très, très confiante. Je pense que les avancées en matière de droits féminins sont tellement importantes, en tout cas pour nous, que ça me paraît difficile que tout ça soit remis en cause. Maintenant, absolument, il faut rester prudent parce que l'obscurantisme, on connaît les dégâts qu'il fait. Il y a beaucoup de résistance au niveau de la société civile. Et je vais vous raconter une petite anecdote. En fait, même deux. La première, c'est vraiment les papas qui ont aujourd'hui des jeunes filles de 15 ans autour d'elles. Ils peuvent accepter qu'il y ait une certaine forme de violence, des fois verbale, ça arrive. Des insultes sexistes. Ouvre-toi, ou pourquoi est-ce que tu as des petites choses comme ça qui finalement font beaucoup plus peur que mal et réellement dès qu'on montre un petit peu l'écrou, ça se calme quoi. Et en fait, les papas ont plutôt tendance
à ne pas réagir quand on s'attaque un petit peu comme ça, ou qu'on taquine leurs épouses. Mais essayez de toucher la fille à son papa. Vous allez voir comment ils vont réagir. Donc ça, c'est déjà pour vous dire qu'au niveau des mentalités, le droit à l'école, être en jean et en basket, c'est une façon d'être aujourd'hui qu'une jeune fille de 16 ans ressemble à toutes les jeunes filles de 16 ans ou que ce soit partout dans le monde. L'autre chose qui fait que je reste très très confiante, c'est l'histoire justement d'un médecin qui est gynécologue, arrive à salafisme. Alors la barbe jusqu'ici, avec la femme niqabée, bref, je ne vous raconte pas. Et alors il dit, je veux une femme, j'exige une femme pour qu'on puisse soigner ma femme. Il dit, il n'y en a pas. C'est soit moi, soit... Débrouillez-vous. Débrouillez-vous. Donc du coup, c'est même pas débrouillez-vous, c'est je prends la malade et je m'en occupe parce qu'elle était enceinte jusqu'aux dents. Donc il n'avait même pas le droit à la parole. Le médecin finit son travail et puis lui dit, mais excusez-moi, est-ce que votre femme travaille? Il lui dit non, je refuse qu'elle travaille. Il lui dit, comment voulez-vous refuser que votre épouse travaille et exiger en même temps qu'il y ait des gynécologues femmes? Et donc jusqu'à ce jour, le médecin en rit, le salafiste n'a pas répondu. Et moi, je reste confiante. Pourquoi? Je reste confiante parce que le premier médecin tunisien, femme, l'a été en 1932. Ça a été la première femme tunisienne dans le monde arabe. C'est une femme exceptionnelle. Elle est morte à plus de 100 ans. Et qu'aujourd'hui, 42% des médecins en Tunisie sont des femmes. C'est la même chose dans le domaine de l'éducation. C'est la même chose dans tous les domaines. En fait, c'est une société où les femmes ont réellement leur place. Et je sais que si l'obscurantisme ne passera pas en Tunisie, c'est surtout et grâce aux femmes. Et bienvenue à Carthage, terre d'Hannibal. Et ce n'est pas à cheval qu'on va la visiter. Comme vous pouvez le constater, on commençait vraiment à sentir la fatigue. Anna, tout comme moi. Carthage est aujourd'hui une banlieue résidentielle de Tunis, parmi lesquelles se glissent des vestiges de la cité antique, dont les fameux thermes d'Antonin, plus vaste ensemble thermal romain construit sur sol africain. Mais bon, comme en plus on commence à être serré niveau timing, pour résumer... Carthage, fondée en 814, l'empire de 8 siècles de présence, d'empire, de commerce, d'échange de civilisations. Une civilisation qui a été marquée par la synthèse des civilisations de la mer occidentale et de la mer orientale. Une des civilisations qui a marqué l'humanité avec la Mésopotamie et qui a donné Hannibal, Hasdrubal, Hamilcar Barca, et qui reste dans la mémoire des Tunisiens et dans toutes les personnes qui veulent bien visiter la Tunisie, 3000 ans d'histoire. Un survol rapide, trop rapide du site de Carthage. Voilà, vous savez presque tout. La meilleure des choses à faire reste quand même encore et toujours de venir. Et c'est au coin d'un café de Sidi Bou Saïd qu'on termine cette troisième journée d'expédition en Tunisie. Alors fatigué, ça c'est vrai, mais très très heureux. Sidi Bou Saïd, c'est un peu le Saint-Tropez de la Tunisie. Alors en journée, les gens sont à la plage. En soirée, les hauteurs du village sont prises d'assaut par des locaux comme par des touristes. Je vais un peu délaisser mon bambalouni et ma citronnade et je vous emmène un peu dans les rues du village. C'est parti. والله يا سيدي بوسعيد محلاك والله يا سيدي بوسعيد محلاك والله يا سيدي بوسعيد فل وياسمين والروايح طيبة فل وياسمين والروايح طيبة ومقام عالي علاه المولى ومقام عالي علاه المولى. À Sidi Bou Saïd, en plus des rues qui incitent à flâner, on trouve également des maisons de charme comme le Dar Saïd. Et là, encore une fois, je lâcherai bien volontiers ma caméra pour profiter de la vue avec mes propres yeux et me jeter dans la piscine. Dernier matin et dernière étape de notre voyage, le musée national du Bardo à Tunis. Plus grande collection de mosaïques du monde. On y retrouve entre autres des pièces paléo-chrétiennes, romaines ou byzantines. Personnellement bien fatigué, j'avoue que je ne suis pas des plus emballés de terminer ce voyage par un musée, mais c'est sans compter sur la verve explicative de notre guide Nesrine quand elle nous parle de la mosaïque de la colline de Golgotha. Donc si vous permettez,
on voit juste au milieu l'illustration de la colline de Golgotha, surmontée bien sûr par l'église Saint-Sépulcre. On a même une porte entrouverte au milieu, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez remarqué la partie blanche? C'est pour symboliser la résurrection de Jésus. Encore, en regardant bien la pièce, on sent une certaine tendance de faire quelque chose de symétrique. Donc, on a un petit bâtiment à droite qui peut bien être Beit Lahm, lieu de naissance de Jésus. Alors, à gauche, ça serait Jérusalem, lieu de sa crucifixion. Bien sûr aussi les bichets, les colombes de part et d'autre pour symboliser les fidèles. Et encore, on peut voir aussi les 4 fleuves du paradis. On a le Tigre et l'Euphrate, mais on a aussi ce qu'on appelle le Géant et le Fison. Il faut vous dire que jusqu'à là, on ne connaît pas le Géant et le Fison. On pense donc qu'ils sont au paradis. Mais ça symbolise les 4 fleuves du paradis, vous voyez. Mais ça symbolise aussi les 4 évangélistes, Jean, Marc, Matthieu et Luc. On retient aussi, c'est une pièce du VIe siècle et qui provient en fait de Younga. Younga, c'est le centre-est tunisien. Ce qui est intéressant aussi, c'est que nos mosaïques, en tout cas byzantines, proviennent de différentes régions de la Tunisie, pour dire que les Byzantins étaient un peu partout, vous voyez, d'ailleurs tout comme les Romains, même vers l'intérieur, vers le sud. Une des pièces maîtresses de ce musée national du Bardo, le baptistère de Demna, très bien, même extrêmement bien conservé. En effet, là, on se trouve face à notre pièce maîtresse, c'est le baptistère de Kélibia. Kélibia, c'est le nord-est tunisien, c'est le Cap Ban. Ce qui est intéressant, c'est que ce baptistère, déjà, il a la forme en croix. Ça fait typiquement chrétien, n'est-ce pas? Il nous illustre quelques thèmes de la Bible. On peut voir par exemple le poisson pour Jonas. On a aussi le chrisme avec l'alpha, le début du monde, l'oméga, la fin du monde. On a même une petite inscription là, on a Pax, paix, fides, foi, caritas, charité. Voyez. Et avec ce baptistère, on a même pu ramener les piliers du baldaquin. C'est du grès, c'est le grès de l'Hawariya. On a un petit gisement au Cap Ban, toujours non loin de Kélibia. Donc à une époque donnée, faute de marbre, on utilisait beaucoup le grès. On prenait le soin de le parer de très fines couches de marbre ou de stuc. Voyez, donc une pièce tellement précieuse qui a été ramenée ici et déposée donc en 1955. Et on ne vous cache pas, vous savez, le Vatican voulait tellement s'acheter ce baptistère, puisqu'il est le mieux préservé qu'on puisse jusqu'à là retrouver. Et là, une mosaïque absolument impressionnante par ses dimensions, par la qualité de ses détails. Ce sera la mosaïque de la future nouvelle porte d'entrée du Musée national du Bardo, la mosaïque de Neptune. En effet, c'est le trésor du Bardo, ou plutôt c'est la réussite de l'équipe de restaurateurs du Bardo, vous savez. C'est une mosaïque datant d'environ du IIe siècle après. C'est une mosaïque romaine qui provient de Sousse. Sousse, c'est le centre-est tunisien. Au XXe siècle, elle a été ramenée dans ce musée, placée de façon horizontale dans la salle de réception du palais même. Mais franchement, mise horizontalement, on ne pouvait pas l'apprécier. Du coup, donc, on a décidé de la mettre à l'entrée et de façon verticale. Une fois mise là, on voit même les détails. On peut regarder les Néréides, on peut voir même leur expression, leur visage, voyez. Point de vue de la signification, on a bien sûr Neptune au centre. Vous me parliez des Néréides. Qui sont-elles pour Neptune? Justement, on a toujours la divinité principale, mais aussi les attributs. Donc pour Neptune, on a bien sûr les Néréides, mais parallèlement aux Néréides, on a des sirènes, en tout cas des sirènes très spéciales, avec des pattes de volaille. Donc, pour quelle raison la sirène a évolué des pattes de volaille à la queue de poisson? On a une explication à ça? Sincèrement, je n'ai pas d'explication à vous proposer tout de suite, mais je promets de m'y concentrer un peu plus, vous voyez. Donc on a 56 médaillons. On a réussi vraiment à les découper. On a découpé les médaillons à part et les hexagones à part. Certainement, vous voyez des lacunes. En tout cas, pour la restauration, il faut savoir qu'il y a 2 écoles. L'une dit de la reprise des parties manquantes, même avec de la peinture. L'autre dit qu'il ne faut pas fausser l'histoire, donc on laisse vide. Donc ce sont 2 possibilités de lecture, vous voyez. À titre personnel, quelle est votre lecture favorite? On laisse la chose telle qu'elle? Qu'on ne fausse pas l'histoire et qu'on laisse vide, vous voyez. La dernière image que je me souviens avoir filmée en Tunisie, c'est ce type couché dans une voiture. Et puis, comme ça, tout à coup, on était de retour dans la cité de Calvin. Et voilà, retour à Genève, on est à l'aéroport, on a récupéré nos bagages. C'est le froid et la pluie qui nous accueillent, autant dire qu'il fait un peu gris aujourd'hui sur sol genevois. De ce périple en Tunisie, nous retiendrons que c'est un pays des plus accueillants, où vous ne manquerez pas de rigoler avec la population, vous y trouverez des havres de paix, tout comme le joyeux chahut des souks, et puis côté politique et sécurité. Vous pouvez passer par où vous pouvez. Aujourd'hui, les gens se baladent de façon tout à fait normale un peu partout. Donc, Si l'obscurantisme ne passera pas en Tunisie, c'est surtout et grâce aux femmes. La démocratie est très très jeune ici. Elle est encore
Elle n'a même pas une année et demie. Donc ça va changer. À vous de voir sur place et déguster. Et puis bien sûr, on ne pouvait pas terminer ce magazine sans vous montrer ce que vous attendiez tous, à savoir, bien évidemment, un chameau de Tunisie. Et ben voilà, c'est chose faite. Merci à la Tunisie de nous avoir accueillis si admirablement. Merci à vous de nous avoir suivis. On espère vous emmener vers d'autres aventures. Et n'hésitez pas à visiter la Tunisie si l'occasion vous en dit. À très vite. Je vais descendre.